soir, pour fêter nos 3 ans, on a décidé de répliquer un modèle qu'on avait déjà fait pour fêter nos 1 an, pour celles qui étaient déjà là. On avait appelé la soirée #I am a sales leader, et donc on a repris ça. On fait beaucoup de soirées sur des événements, des thématiques business, performance, stress, sales. Et pour une fois, on est reparti sur une thématique orienté sur le leadership commercial, et le leadership commercial qui a été quand même pas mal remis en question ces dernières années, qui en 2026 ne ressemble probablement plus à ce qu'il était il y a quelques années auparavant. Je vais laisser l'honneur à mes 4 speakers de se présenter. Bonsoir à toutes et à tous, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques hommes. Alors, moi, je suis Isabelle Bastien. Je travaille en fait depuis 4 ans en tant que directrice commerciale à la Française des Jeux. Vous avez tous fait votre loto, non? Et du coup, j'ai une carrière en fait qui est un peu différente, puisqu'avant, j'ai passé 25 ans chez Coca-Cola. J'ai eu 13 postes différents. J'ai fait 8 ans en marketing produit, 10 ans en négociation commerciale et ensuite 5 ans en tant que directrice nationale des ventes sur le terrain. Et après, je suis passée à l'international 3 ans. Et en fait, j'ai quitté Coca-Cola parce qu'on est venu me proposer de créer la direction commerciale à la Française des Jeux. Et comme j'aime bien les challenges, j'ai tout simplement accepté parce que j'avais tous les leviers que j'avais déjà travaillé avant chez Coca-Cola, de façon séparée, qui étaient tous réunis dans le même poste. Donc aujourd'hui, en fait, depuis 4 ans, j'ai le challenge de créer en fait une culture commerciale à la Française des Jeux. Et notamment d'insuffler une excellence de l'exécution sur le terrain auprès des équipes force de vente, et tout en ayant une vision de transformation de ce job-là, puisque le métier en fait, de la vente avance, se transforme, et donc il faut le transformer aussi. Voilà. À toi. Super. Hard act to follow. Lilia Medagri, je suis la Chief Sales Officer chez Ringover. Est-ce que vous connaissez tous Ringover dans la salle? Je vois beaucoup de oui, ça me fait plaisir. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ringover est une scale-up française souveraine. Aujourd'hui, on a plus de 350 en fait, collaborateurs sur 4 bureaux, et moi je m'occupe de plus d'une centaine en fait, de sales autour du monde avec 4 pays. J'ai un background en fait, qui est aussi assez différent de toi finalement. J'ai 15 ans d'expérience en finance. Donc, j'ai fait 15 ans d'expérience en finance, en commercial aussi, pour des entreprises comme BlackRock, comme Fidelity. Donc, grosse boîte financière, Bloomberg. Et quand j'ai eu mon petit garçon, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mon rôle de leader commercial, surtout. Et en fait, j'étais dans un environnement hyper masculin, avec dans mon équipe 49 hommes et une femme. Voilà. Donc, en termes de parité, c'était pas ça. Du coup, j'ai décidé de complètement changer, d'aller dans la start-up et dans la scale-up. Parce que je me suis rendu compte que d'être dans des peut-être plus petites structures de build, en fait, je pouvais vraiment avoir mon impact en tant que leader et avoir un vrai impact stratégique sur comment est-ce qu'on peut changer les choses, sur être une femme et être manager ou leader. Voilà. Donc, j'ai hâte d'échanger avec vous ce soir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Céline Lafargue. Alors, je ne suis pas actuellement sales leader, mais je l'ai été. Donc, c'est aussi pour ça que Johanna m'a invitée. Donc, moi, je suis chez Salesforce. Est-ce que tout le monde connaît Salesforce? Non, mais je demande, on ne sait jamais. Parfois, il faut quand même demander, parce qu'on assume, mais finalement, ce n'est pas tout le temps le cas. Moi, j'ai un rôle de Head of Enablement. Ça fait très américain, mais c'est le cas. Je m'occupe de la formation des commerciaux. Ayant été moi-même, ça fait 25 ans que je suis dans la tech, ayant été moi-même sales leader, global account manager, j'ai travaillé d'abord dans des ESN, donc je travaillais avec beaucoup d'ingénieurs, j'étais dans le temps réel embarqué, hyper sexy, beaucoup d'hommes aussi, hein, je peux témoigner là-dessus. Et ensuite, je suis partie dans les métiers du logiciel, où là, j'ai plutôt abordé du retail et du luxe, pour faire assez simple en termes d'industrie. Et donc, je suis passée, quand je suis arrivée chez Salesforce, j'étais sales, j'avais gardé mon rôle de sales. Et très vite, je suis passée du côté obscur ou lumineux de la force, ça dépend de votre vision, en passant côté formation pour les sales. Donc aujourd'hui, moi, je dirige une équipe qui fait tout le travail de l'onboarding jusqu'à la mise à niveau, et notamment aujourd'hui beaucoup en IA. Je crois que c'est un sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais on va encore en parler un peu, je pense, ce soir. Et donc, on s'occupe à peu près de 850 personnes pour la France, sachant que Salesforce, aujourd'hui, on est plus de 70 000
pour un chiffre d'affaires de, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 38 milliards de dollars. Une petite boîte, quoi. Donc voilà, moi c'est une start-up encore. Une scale-up. Une scale-up start-up. Et moi j'ai 3 rôles en fait chez Salesforce, donc je dirige cette équipe. Je m'occupe aussi du Women Sales Club interne, du Women Network interne. J'ai ma vice-présidente qui est là, je suis très contente qu'elle soit venue. Et je m'occupe aussi du coaching, puisque j'ai une certification de coach. Et je continue à coacher un certain nombre de leaders chez Salesforce et en dehors de Salesforce. Et je suis très heureuse d'être là pour fêter les 3 ans, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer Jade et Johanna au tout début. Et on a pu organiser pas mal d'événements et de sessions. Et on fait de l'interne Salesforce maintenant avec les programmes. Parce que ça, c'est aussi un truc super que font les filles du Women Sales Club, c'est de permettre aussi dans les entreprises d'en profiter. Merci à vous. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Magali Robin. C'est ma première invitation et je suis ravie d'être ici avec vous tous. Donc moi, je suis la directrice commerciale d'une division chez L'Oréal qui s'appelle L'Oréal Beauté Dermatologique. Donc vous connaissez peut-être pas ce nom, mais effectivement, ce sont les marques Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, SkinCeutical que vous voyez peut-être derrière et qui vous parlent davantage. Moi, je suis toute neuve chez L'Oréal. Ça fait 9 mois que je suis là. Alors, je racontais effectivement à chaque fois que j'étais chez Sanofi avant et quand je disais je vais aller travailler chez L'Oréal, on me disait mais t'es pas un peu vieille pour arriver chez L'Oréal? Effectivement, il y avait probablement des codes il y a encore quelques années où on disait après 38 ans, tu ne peux pas arriver chez L'Oréal. Donc, effectivement, j'ai fait ce step parce que les sales, et notamment chez L'Oréal, n'étaient pas ultra valorisés jusqu'alors. Alors, il y a des personnes de L'Oréal qui sont ici et qui me disaient effectivement, dans des événements, souvent on mettait en avant le commerce chez L'Oréal et puis il y avait 9 hommes et une femme. Et donc effectivement, là, j'incarne à la fois le commerce et à la fois les femmes chez L'Oréal et je suis ravie d'être ici. Donc moi, ma carrière, elle est découpée en 2. J'ai passé 15 ans dans les produits de grande consommation à travers des boîtes très différentes. J'ai travaillé chez Thai Union. Alors j'ai toujours Thai Union parce que c'est petit navire, donc j'ai vendu du thon en boîte pendant quelques années. J'ai travaillé 7 ans pour Beiersdorf, donc Nivea. J'ai travaillé également dans des boîtes italiennes comme Barilla pendant 5 ans. Et puis, je suis arrivée en pharma maintenant il y a 7 ans. Et j'avoue que c'est aussi une nouvelle passion pour moi. J'aurais peut-être un peu de mal à retourner un peu en arrière parce que c'est un monde fantastique, franchement, qui connaît une croissance démentielle et qui a un gros virage, effectivement, qui s'opère devant lui. Donc, c'est un chouette challenge. Et je suis arrivée aussi chez L'Oréal pour remettre un peu de customer centricity. On a des marques super fortes, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc, c'est mon gros challenge en tant que leader commercial. Et je suis vraiment ravie d'être dans ce groupe. Et merci beaucoup, Johanna, pour l'invitation. Avec plaisir. La première question, alors on va pas se mentir, on les a préparées, cette question, tous ensemble, voilà. Elle ne découvre rien. La première question qu'on s'est posée, c'est quand même déjà alors ça fait vraiment très petit 1 définition, mais à la fin du temps, le leadership, je voulais avoir vos définitions à chacune, rapidement, et aussi peut-être quelle différence vous avez vue entre les différentes industries par lesquelles vous êtes passés. Tu disais... Isabelle, tout à l'heure, que Coca-Cola, Française des Jeux, très certainement qu'on ne valorise pas les mêmes compétences de leadership chez l'un que chez l'autre. Je connais déjà la réponse, c'est pour ça. Magali, pareil, qui est passée par plusieurs boîtes très différentes aussi. Donc ça m'intéresse de savoir quelle est votre définition au moment de carrière où vous êtes aujourd'hui et comment aussi, quelles sont les compétences qui ont été valorisées dans vos différentes industries. J'y vais. Alors, pour moi, le leadership, c'est vraiment la capacité d'un leader à embarquer ses équipes derrière lui, à leur donner envie de le suivre et vraiment en les orientant vers un objectif commun. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est cette capacité à embarquer tout le monde qui va donner cette puissance, en fait, et cet impact. Pour moi aussi, il a besoin d'inspirer les équipes, le leader. C'est important qu'en fait, il leur donne envie de se dépasser, d'aller donner le meilleur de soi. C'est vraiment ça. Hein. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que... Alors, je venais d'une boîte ultra concurrentielle, américaine, Coca-Cola, voilà. Et c'est vrai que c'était un leadership... les patrons donnaient la direction et ensuite les équipes travaillaient ensemble pour prendre le chemin qu'il fallait pour atteindre cet objectif. Mais avec une liberté qui... Voilà, quelle qu'était la façon, du moment qu'ils atteignaient l'objectif,
C'était bien. Bon, évidemment, avec un ROI, parce qu'on est une boîte américaine, mais... Alors après, c'est vrai que j'ai fait un peu le grand écart en passant d'une boîte ultra concurrentielle US à une boîte française en monopole. Parce que la Française des Jeux, on est en monopole, donc il n'y a pas de concurrence. Donc le temps n'a pas la même valeur. Parce qu'il n'y a personne qui est derrière en train de pousser pour prendre la place. Il n'y a pas de concurrent. Et en fait, à la Française des Jeux, le leadership, c'est pas du tout pareil. Déjà parce que historiquement, cette boîte, elle était étatique. Elle appartenait à l'État. Alors, ok, elle a été privatisée en 2019 au Covid, mais c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment changé. Et alors, c'est une boîte qui réussit très bien, mais en fait, le leadership, c'est les équipes doivent travailler sur des projets en co-construction. Ensuite, on va présenter ça au patron. Et puis, si ça leur plaît pas, il faut retravailler. Donc, on repart. Et puis, on représente. Et puis, on repart. Et 3 ans après, il n'y a toujours rien sorti. Non, mais j'exagère un peu. Mais c'est vraiment un leadership d'influence, de consensus. Alors que chez Coca-Cola, c'est plutôt un leadership de vision, de décision. Donc, c'est complètement différent. Et c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver au milieu parce que moi, j'ai les habitudes américaines et alors je suis trop rapide, je vais trop vite, je suis trop dure, je suis trop tranchante, faut co-construire tous ensemble. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais je me soigne, j'essaye. En fait, c'est très politique, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on voit une boîte américaine, c'est pas forcément la même chose. Donc, c'est quand même un choc des cultures. Bon. Après, comme je dis, je me soigne, je vais y arriver, mais c'est un grand écart. Voilà. Il y a un truc qui résonne dans ce que tu dis et c'est intéressant. C'est que tu dis, en fait, je me soigne. Avant, j'étais comme ça et j'adorais. Et maintenant, en fait, il faut que je m'adapte à quelque chose. Et quand j'avais changé, en fait, voilà, de carrière ou de secteur, je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'un leader? Et je m'étais un peu renseignée. Et qu'est-ce qui m'allait à moi? Et en fait, il n'y a pas de définition de qui est le bon leader. Je pense que tout le monde peut être un leader et qu'on a un type de leadership en soi. Et quand on regarde, par exemple, on peut prendre l'exemple bon, c'est un peu mainstream, mais bon, on va prendre l'exemple de Apple avec Steve Jobs. En fait, Steve Jobs, il se fait virer parce que bon, voilà, il était trop disruptif. Voilà, quand Apple était encore le challenger face à Microsoft et compagnie. Et quand il est revenu, en fait, Apple était à 7 milliards de dollars. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais par rapport aux autres, en fait, c'était pas forcément voilà le meilleur des meilleurs. Et ils ont dit, ok, on a besoin d'un leader qui soit dans la catégorie crisis, en fait. Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs types de leaders. Il y a les builders, il y a ceux qui gèrent les crises et il y a ceux qui font le run. Donc, ils ont ramené Steve Jobs pour dire, OK, on a besoin d'un mec qui va être dans la crise et qui va tout déconstruire, qui va prendre des grosses décisions, qui va prendre des risques parce que sinon, on va mourir. Il a pris de 7 milliards en sortant l'iPhone, en disant, bon, on va oublier ci, on va oublier ça. En fait, on peut relire son histoire, elle est assez intéressante. Il a fait ramener en 10 ans de 7 milliards à 290 milliards. OK ? À 290 milliards, ils l'ont reviré. Pourquoi ? Parce que en fait, ils se sont dit à 290 milliards, Steve Jobs, c'est pas la bonne personne. Il faut quelqu'un qui fasse du run, en fait, qui fasse du scaling, de l'opération, voilà, de quelque chose qui va tenir en fait sur la durée, parce qu'on peut pas faire que de la disruption, sinon on explose. Tim Cook, il est venu, 290 milliards en 5 ans, ils sont à 400 milliards. Voilà. Et donc ça, c'est du leadership de run. Moi, je me suis vraiment posé la question, en fait, quel type de leader tu es ? Parce qu'en fait, tout le monde peut être leader, c'est ce que je dis à tout le monde, en fait, tout le monde peut le faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime le build. Et qui aime la crise aussi un petit peu. Donc en fait, sinon je m'ennuie. Et je me retrouvais en fait souvent dans des situations où j'arrêtais pas de changer de taf parce que j'étais dans du run et je m'ennuyais. Alors j'avais l'impression qu'on bossait pas en fait. Alors que non, on bosse en fait. On doit juste être rigoureux, on doit rester dans son truc, on doit vraiment en fait suivre les choses. Et en fait, le leader que je suis, c'est quelqu'un qui doit vraiment prendre des risques, trouver quelque chose où voilà, on arrive dans une boîte et on dit ok, les sales vont pas bien, trouve des solutions. Et pour moi, c'est ce que tu m'as dit, ça résonnait pas mal sur ce point-là parce que je me disais, ok, en fait, chacun a sa définition du leadership. Après, je pense que ce qui est en commun par rapport au leadership, c'est, ok, comment est-ce que, et je pense qu'on l'a tout ici, on prend quelque chose de très compliqué et on le rend très simple et on le vulgarise. Et en fait, on s'est rencontrés ce soir. À chaque fois qu'on prenait quelque chose, on disait « Oh, poète, ça va, c'est facile ». Et on mettait trois mots sur quelque chose d'assez complexe finalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir en commun en tant que leader. C'est comment est-ce qu'avec ses équipes et avec les gens qu'on va manager, on va réussir à trouver quelque chose de super complexe à la base. Et on va le vulgariser, on va dire « Ok, c'est très simple ». J'aime beaucoup ce que tu dis et ce que tu as dit aussi, Isabelle. Il y a une chose qui me vient aussi, c'est que je pense que quand tu deviens leader et vraiment que tu te dis « Ça y est, je prends une dimension de leadership »,
c'est avoir cette vision un peu, les Américains, ils appellent ça le eagle eye, c'est-à-dire que tu dois regarder les choses du dessus. Alors c'est bien, mais toi, tu dois l'avoir en tant que vision, mais il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir témoigner ça avec tes équipes. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris à faire, alors je pense qu'il y a aussi la partie de coaching qui m'a aidé là-dedans, mais ce que j'ai beaucoup appris à faire, c'est de me dire, justement, j'ai pas la solution, j'ai la vision, je sais où on veut arriver, et je vais travailler avec les équipes pour aussi qu'on soit très clair sur, OK, qu'est-ce que tu peux apporter, comment tu as envie que ça se passe, et complètement les embarquer dès le départ. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, un leader, il t'emmène. C'est quelqu'un qui prend aussi, qui te prend la main ou qui t'aide à justement pouvoir construire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dans le leadership qui est important, c'est de se dire, j'ai une vision, je sais où je veux emmener tout le monde. Ça peut être mon chiffre, ça peut être la réussite, ça peut être plein d'éléments KPI très classiques ou de performance. Mais c'est aussi comment tout le monde collabore. Et j'aime bien aussi le mot de coopérer. Le collaborer, ça vient du latin, c'est le labeur ensemble, donc le travail ensemble. Mais coopérer, c'est opéra, c'est l'opération, et c'est un peu être le chef-d'œuvre aussi quand on le fait bien. Donc je pense que la coopération, c'est aussi une des clés. Merci à toutes les trois, c'est inspirant effectivement d'être là à vos côtés. Moi, je me suis jamais dit je vais être un leader. J'avais en tête effectivement quand on était un peu jeune, on nous disait est-ce que tu veux manager. C'était plutôt ce mot-là, manager. Et maintenant, je comprends un peu mieux la différence 10 ans après. Ouais, ouais. Et combien de personnes non, j'ai perdu 3 personnes. Effectivement, c'était un peu ça dans mon équipe. Ma prochaine question, ne me mange pas ma prochaine Ah, question. ok, excuse-moi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, pour moi, le leadership, c'est exactement ça. C'est celui qui inspire et qui pousse au développement, qui fait naître quelque chose en soi qu'on n'avait pas forcément vu. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu, moi, avec effectivement mes managers, mes leaders qui m'ont inspiré aussi durant toute ma carrière. Et puis, le leadership, c'est vrai qu'il est très différent. Donc, tu l'as dit, j'ai fait pas mal de sociétés différentes, dans des secteurs différents, mais aussi de cultures différentes. J'ai travaillé pour des boîtes thaïlandaises, pour une boîte allemande, pour des boîtes françaises. Et je vois effectivement une différence extrêmement forte entre les boîtes françaises et les boîtes, justement, allemandes ou américaines, comme tu le dis. Et je pense que j'ai et j'ai changé aussi souvent de boîte. Quand je suis arrivée, on m'a dit mais tu as fait beaucoup de jobs, mais parce qu'effectivement j'avais toujours cette volonté de transformer. Et c'est ce que tu disais, ouais, exactement. Et on me l'avait jamais vraiment expliqué comme ça. Et tu vois, je me dis, en fait, je suis peut-être ce leader-là. Ça veut dire que tu es un builder. Voilà, en fait, une fois que tu as fini de construire le truc et que tu le lances, après tu t'ennuies et tu dis, je ne sers plus à rien et tu pars. Et tu as envie de passer le truc. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et donc là, effectivement, il y a pas mal de transformations qui s'opèrent dans le marché dans lequel je suis. J'ai fait 2 grosses transfos chez Sanofi. Et ça a été aussi ça, je trouve, ça a été aussi le leadership, c'est de prendre des décisions qui étaient parfois difficiles, mais d'y donner du sens, d'assumer les choix aussi que j'avais faits, de ne pas dire, et ça c'est vraiment un truc qui m'a toujours un peu agacé aussi chez les gens que j'avais au-dessus de moi, c'était de dire ah bah oui mais on m'a demandé, donc, et c'était plutôt effectivement de dire tiens j'ai envie d'aller là, je pense que c'est bien pour toi et c'est bien pour la boîte et je vais plutôt t'accompagner pour aller là et je sais que ça va être difficile parce que c'est un gros changement. Chez Sanofi, je manageais des équipes qui avaient entre 55 et 58 ans, qui faisaient le même job depuis 30 ans et j'ai dû leur expliquer qu'ils allaient faire effectivement un peu différemment mais que ça allait être super pour eux, mais que même s'ils étaient en fin de carrière, ils allaient grandir et continuer à apprendre. Et ça a été vraiment ça pour moi l'inspiration et merci du coup, tu m'as inspiré ce soir sur la version de moi-même. Peut-être une question supplémentaire pour toi, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu peux donner des exemples concrets de ce qui était valorisé dans certaines entreprises par lesquelles tu es passé, qui ne le sont pas forcément dans celles dans lesquelles tu es aujourd'hui, ou inversement, tu vois, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment vu des différences flagrantes et qu'est-ce qui était valorisé le plus dans certaines boîtes de manière criante? Si je parle de mes dernières expériences, je sortais de la grande conso, je suis arrivée chez Sanofi. Donc je vendais du thon chez Leclerc et je me suis retrouvée à vendre du Doliprane chez des pharmaciens. Enfin, ça a été quand même une transition dans les codes extrêmement différente. Et c'est vrai que la grande conso, c'est ultra direct. C'est un mode de consommation, de communication très direct. D'ailleurs, là, je renégocie avec Leclerc et ça me heurte. Je me dis, mais pourquoi il me parle aussi mal? Effectivement, je buvais du thé il y a 10 jours avec Pharmabest et là, maintenant, effectivement, on est à 2 doigts de m'insulter. C'est un peu dur. Mais vraiment, sur cette partie-là, c'est la communication vraiment très différente et une forme de leadership très différente. Donc, très dur en grande conso, où il faut s'imposer par l'effort, et surtout quand vous êtes une femme et que vous vous retrouvez face à 16 adhérents Leclerc en négociation à 2h du matin. Et oui, toujours sympa, effectivement. Et une autre forme de leadership, je trouve, incarnée d'experts
je sais pas, c'est très différent. Et vraiment, ce qui m'a marqué, notamment entre L'Oréal et Sanofi, parce que je retrouve aussi des codes plus proches de la grande conso, c'est le courage qui est beaucoup plus valorisé chez L'Oréal de se dire, tiens, on peut faire un reset de tout ce qui a été fait avant. Je remplace quelqu'un qui était sur son job depuis 22 ans, qui a fait 41 ans de L'Oréal. Et je me souviens, et je l'adore, il est hyper sympa et tout, je te l'avais dit, il est hyper sympa. Et je me souviens quand il est monté sur scène pour dire au revoir à toutes les équipes et que j'étais là, il a dit, je suis sûre que Magali va démontrer qu'on peut avoir une directrice commerciale femme. Et je me suis dit, et c'était hyper sympa, venant de lui, c'était hyper sympa. J'adore le personnage et tout, mais c'est vrai que je me suis dit, ah c'est marrant, effectivement, la façon de faire les choses comme si, effectivement, on n'avait pas d'assertivité. Et donc, vraiment, le courage, c'est ce qui m'a vraiment marqué là, sur les derniers mois, le courage de changer les choses, de rebattre les cartes d'une situation qui existait depuis 20 ans face à des gens qui, en fait, sont assez appétents au changement, finalement. Donc, c'est ce que je garde. Le courage managérial, ouais, ça, c'est aussi être leader, je pense. C'est marrant parce que quand on avait raconté cette anecdote, je t'avais dit, moi, ce qui me heurte le plus, c'est de me dire comment tu vas remplacer quelqu'un qui a passé 22 ans sur le même job et pas vraiment femme ou homme derrière qui remplace, peu importe. Mais moi, je m'étais surtout dit, comment tu passes après quelqu'un qui a pris 22 ans, qui avait pendant 22 ans ton job, quoi. Et surtout, comment tu restes 22 ans au même job? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un homme, Isabelle, c'est un homme, c'est normal. Après, il en faut toujours. Enfin, moi, c'est ce que je dis aussi. Quand on est leader, il faut accepter qu'il y ait des gens en fait qui n'ont pas envie d'évoluer, et c'est bien. En fait, faut le respecter. Il y a des gens qui sont heureux dans leur travail, et il en faut parce que ça fait de la continuité aussi. Il y a aussi une CEO qui nous a dit la semaine dernière, on devient tous le vieux con de quelqu'un quand on reste trop longtemps sur un poste. Voilà. Donc, les amis, vous ferez votre propre avis sur la question. Ah. Boule à facettes qui va se lancer dans 2 minutes. Pas du tout. La prochaine question, je ne vais pas vous faire répondre toutes les 4 à chaque fois, mais c'est effectivement, on peut manager sans l'idée, on peut à la fois l'idée sans manager. On va se perdre si je continue à faire ça. En tout cas, j'aimerais comprendre ce qui vraiment vous a aidé à passer le cap entre manager et l'idée. Quelles sont les vraies compétences que vous avez travaillées ou que vous avez là maintenant, a posteriori, vous êtes rendu compte que c'est ça qui avait joué, qui ont fait que vous avez dit « Ah, ça y est, je suis passé du côté, je suis un leader, ça y est », en toute humilité. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans la négociation, ça faisait 3 ans que je m'occupais de Leclerc, justement, donc je connais bien le problème du GALEC avec les GT et la négociation à la dure. Je faisais Leclerc Auchan Système U et en fait, on m'a demandé de prendre la force de vente du jour au lendemain. J'ai dit, je comprends pas, moi ça fait 3 ans que je suis en négo, là. J'ai remonté toutes les enseignes avec qui on était tous en fight et maintenant que ça se passe bien et que je fais de la croissance, ça y est, on me rebouge. Et donc je dois aller récupérer une force de vente qui vient d'être décimée parce qu'il y avait eu un plan social et du coup, il n'y avait plus que le ventre mou qui restait, les autres étaient partis, etc. Et donc on me dit oui, mais il faudrait que tu y ailles, c'est sur leur domicile, pour aller visiter tous les cafés, les bars, etc., les cinémas, les machins, les boulangeries. Et du coup, il faut remonter, il faut aller dynamiser, retrouver des stratégies pour créer de la valeur, là. J'ai dit mais moi j'ai pas envie, j'ai dit 3 fois non parce que moi je voulais pas devenir DNV, directrice nationale des ventes, parce que je connaissais rien, j'étais jamais allée sur le terrain, j'avais un parcours marketing après négo et donc j'avais pas du tout été sur le terrain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens-là? Il y avait une force de vente de 400 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que moi, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne vais jamais leur apprendre leur métier. Donc, j'ai dit non 1 fois. J'ai dit non 2 fois. Et la 3e fois, j'ai mon patron qui m'a dit, mon directeur, il m'a dit, là, il faut arrêter de faire ta princesse. Maintenant, il va falloir y aller, quoi. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'y étais. Et là, la première fois que j'ai dû parler à mes 400 vendeurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Donc j'étais pétrifiée, évidemment. Déjà, je ne savais pas parler à 400 personnes. Moi, je parlais dans les box à Leclerc. Alors, OK, je me faisais insulter, mais au moins, je leur disais, quoi. Mais là, parler à 400 personnes, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas leur parler de leur métier, je ne le connais pas. Je n'ai pas l'expertise. Autant j'avais l'expertise de la négo, c'était facile. Mais là, je ne savais pas. Donc, je ne peux pas leur parler d'un truc que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce que je peux leur raconter pour les emmener Et c'est là, en fait, où... Comme je n'avais pas les clés pour leur parler de ce qu'ils faisaient au quotidien et que je n'avais pas encore fait des tournées, etc., il fallait que je les inspire sur autre chose. Et donc, je leur ai raconté un projet que j'ai essayé de mettre à leur portée en essayant d'utiliser des trucs simples, de ce que je voulais faire avec eux, comment je voulais travailler avec eux, les connaissant pas.
mais pour justement qu'ils m'écoutent, que je les embarque dans mon projet, parce que moi, je ne pouvais pas leur parler de leur day-to-day. Donc, il fallait bien que je les mette ailleurs. Donc, en fait, c'est là où, quand on ne connaît pas, en fait, il faut prendre du recul, parce qu'on ne sait pas de quoi leur parler. Il faut mettre le sujet ailleurs, en fait, parce que sinon, on ne peut pas leur apporter quelque chose. Donc, comment on peut leur apporter quelque chose? C'est en les emmenant ailleurs. Et je pense que c'est là où on passe de manager à leader, parce que manager, c'est vraiment le day-to-day, on pilote, on fait l'activité, on veut sortir les objectifs, voilà. Mais leader, on veut les emmener sur une autre route pour faire quelque chose de mieux, différent, et on veut les transporter. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir être un leader. On n'est pas forcément un manager pour être un leader. Voilà, si je peux... Je ne sais pas si c'est clair, mais... C'est ce que tu disais, Eagle Eye. Céline, Oui, ce que je voulais rajouter... sur cette question, tu me parais être la bonne personne. Tu crois? Oui. Hyper aligné avec toi. Il y a une chose aussi, je pense, c'est ce que tu es en train de dire. C'est très complexe quand on commence à prendre des postes de management. On se dit, il faut que je sache tout faire. Je dois faire tous les jobs que tous les gens que je manage doivent savoir faire pareil. Et en fait, ça, c'est le truc où on met la cape du super. Je suis un super commercial, je fais pareil. Et en fait, c'est un peu une erreur, mais ça arrive, hein, c'est normal quand on démarre dans le management. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce que tu dis là, ce que tu décris, c'est qu'en fait, pour être un leader, tu n'as pas forcément besoin de savoir faire le job de la personne que tu encadres. En revanche, de comprendre, de l'emmener sur une vision, c'est quand même super important. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se dire à chaque fois, c'est que, OK, j'ai fait le job. Quand on passe de sales à manager d'équipe sales, la capacité de savoir tout faire et d'imaginer aussi que les personnes vont faire comme toi, tu as fait, parce que c'est quand même plus facile. Non, c'est comme ça qu'on fait. Il faut que tu contrôles, tu veux absolument tout faire pareil. C'est là où il faut se mettre un peu dans cette posture un peu d'humilité et savoir qu'on est vulnérable et il y a des trucs que je ne sais pas. Et dire, je vais partager. Moi, c'est vraiment aussi comme ça que je le vois. C'est en se mettant dans cette posture d'eagle eye ou de recul, hein, c'est toujours un peu la même chose, de se dire, finalement, j'ai peut-être pas la solution, je vais en revanche, j'ai le chemin. Et c'est ça qui est important. Et le leadership, il est là. Le shift vraiment entre manager et leader, c'est ça. Ça aide vraiment à plus avoir la même chose. Et moi, je vois dans le rôle que j'ai aujourd'hui, j'ai fait ce métier d'enablement, j'ai accompagné, j'ai fait ce métier de coach, c'est pas un problème. En revanche, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'avoir une place à la table avec toute la direction sales de la France, évidemment, mais surtout de mettre en avant le travail des équipes. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui fait une grosse différence, c'est qu'au bout du compte, quelque part, moi, j'affiche des résultats qui sont pas les miens, mais qui sont la vision que j'ai pu amener et comment est-ce qu'on a travaillé ensemble pour le réaliser. Et ça aussi, ça donne une autre dimension, je pense, à la manière de manager ou en tout cas de leader des équipes. Et alors, j'ai juste rajouté un mot parce que je suis complètement d'accord. En fait, quand je suis sortie de ce rôle au bout de 5 ans, autant je ne voulais pas y aller la première année, autant au bout de 5 ans, j'ai pleuré en partant parce qu'on m'a encore pris pour faire autre chose. Et du coup, en fait, c'était parce que tout simplement, j'avais 400 personnes qui m'avaient tout donné, qui m'avaient suivi, qui auraient décroché la lune pour moi, juste parce qu'ils étaient embarqués. Et en fait, je leur devais tout. Tous les résultats, c'est eux qui le faisaient. Moi, je faisais rien. Moi, je faisais rien à part les écouter et bâtir avec eux et essayer de résoudre leurs problèmes et trouver des solutions. Mais je ne faisais rien. C'est eux qui faisaient tout. Et c'est ça qui était magique. Et ça, c'était un truc incroyable dans les ventes. C'est un truc incroyable. Et c'est important de le dire, c'est un teaser. Devenez leader, vous travaillez plus, vous faites bosser les autres. C'est génial. Oui, mais on a la responsabilité, donc on dort pas. Du coup, ceci n'est pas vrai, bien entendu. Les leaders ont beaucoup de travail. Merci. Alors, tu sais quoi, j'allais skipper. Mais tu sais quoi, on va la prendre, c'est pas grave. Je remonte mes petites notes. Elles ont dit beaucoup de choses sur le document. Non, la question qu'on s'était posée aussi, c'est qu'est-ce qui vous... Peut-être pas toutes, et peut-être pas toutes les nuits dans lesquelles c'est arrivé, mais si vous pouvez, 2 d'entre vous, nous donner un exemple de ce qui peut vous empêcher de dormir aujourd'hui en tant que leader, à part les négos à 2h du matin. Justement, je pense que c'est plus ce qui te stresse. Je trouve que c'est plus tes résultats, c'est plus de te dire, tiens, je vais faire mon chiffre, comment je vais faire, on est en fin de trimestre, on a effectivement tous les rapports à rendre. Je trouve que c'est plus ça, c'est plus l'impact sur les autres. Tu vois, de rentrer chez toi, de te dire qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, est-ce que les gens auront envie de venir bosser demain, est-ce qu'ils ont compris là où on voulait aller. Surtout dans des périodes comme ça, je trouve qui économiquement sont difficiles. Pas que, d'ailleurs, il y a un climat ambiant qui est quand même complexe. Je trouve que c'est ça.
de te dire, tiens, quand même, moi-même, parfois, je suis un peu down. Comment je vais faire pour demain les motiver dans un climat économique un peu compliqué. Donc c'est plutôt ça, et surtout dans des périodes de transfo, quoi, quand tu prends parfois des décisions humaines un peu difficiles, même si honnêtement j'ai eu beaucoup de chance, j'étais dans des boîtes où on accompagnait beaucoup les gens en fin de carrière, donc on avait toujours des solutions et c'était toujours des plans de départ volontaires, j'ai jamais fait de plans difficiles, mais toutes les transformations que j'ai menées, notamment chez Sanofi, je dormais pas bien. Quand vous avez des gens qui pleurent devant vous en CSE, qu'on vous explique que les gens sont en danger, vraiment, après les CSE, je dormais vraiment, vraiment mal. Quand je rentrais et qu'on m'expliquait qu'il y a des gens qui allaient mourir sur la route parce que je leur demandais de faire 5 visites par jour, je me disais, ça, c'est pas, je me sens pas responsable. Mais quand j'avais effectivement quelqu'un en face de moi qui me disait, en fait, tu vas me faire un truc, alors que dans 2 ans, c'est la retraite et je sais pas le faire, et tu vas me mettre en souffrance, ça m'impactait. Et devant, il fallait que je donne beaucoup de sens, que j'explique effectivement pourquoi on y allait et que c'était bien pour eux et pour la pérennité de la boîte. Mais ça m'est arrivé de m'enfermer même aux toilettes et de me dire, tiens, je vais verser quand même une petite larme et ce soir, je vais mal dormir. On n'a pas envie de créer de l'inconfort chez les autres. Et ça, effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours fait des plans, ou en tout cas des plans de transfo dans lesquels je croyais et que je trouvais profondément justes. Mais bon, toutes les boîtes ne le permettent pas. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, si on me demande de faire un truc un jour avec lequel je ne suis pas OK, je pense que je partirai. Tu veux que j'y aille ? Tu peux. Ok. Tu veux nous raconter tes nuits blanches? Alors, c'est marrant parce que je vais dire l'inverse de toi. Ça dépend. En fait, ça dépend des situations à chaque fois, je pense. Nous, on est dans une boîte qui fait du B2B. On est dans une scale-up. On se doit d'avoir 30% de croissance. Et en fait, les 30% de croissance font partie du plan. Donc, en fait, et comme je suis au niveau monde, en fait, avec les 4 bureaux et compagnie, en fait, je représente le cash, finalement. Donc, le cash, ça fait que... Mais le cash, ça fait que, en fait, aujourd'hui, si on n'a pas nos targets, cash is king. Et c'est vrai que c'est encore une fois, quelle est la bonne personne qu'on met au beau taf. Moi, j'étais donc 15 ans en finance. Le mantra en finance, c'est, même pour le CEO, cash is king. En fait, si on ne fait pas son forecast. Donc, c'est pas que faire des ventes ou exploser, c'est faire son forecast à moins 5%, plus 10%. On est viré. Parce que ça va impacter le stock au quarter. Donc, en fait, c'est des choses qui, en fait, une fois qu'on a passé 15 ans là-dedans, on ne peut pas changer ça. Il y en a qui se parlent, je pense qu'il y en a qui reconnaissent, en fait, ces choses-là où on ne peut pas changer. Voilà, je vois quelqu'un qui rigole, on ne peut pas changer ça. Même si on fait 120%, on se fait virer. Hein, parce qu'en fait, on a mal forecasté, donc, en fait, ça impacte le prix du stock. Ce type de personnalité, quand on est en scale-up, c'est une personnalité, justement, en tant que leader, qui réussit. Parce qu'on a un projet, on a des invests, on a, en fait, des boards, en fait, tous les quarters. Et, en fait, on doit forecaster des choses par rapport à ce qu'on s'est commit. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on ne doit pas sur-forecaster ? Parce qu'effectivement, ce que tu dis, ça rejoint aussi ce que je raconte, c'est que si on sur-forecast et qu'en fait, on scale trop rapidement, on explose en plein vol. On ne peut pas délivrer, on ne peut pas implémenter, on a du churn, on a une réputation vraiment catastrophique. Donc en fait, le forecast devient quelque chose aussi, quand on fait du build en scale-up, qui est super important. Et j'ai 2-3 de mes sales qui sont ici dans la salle. À chaque kick-off, ce que je leur pose comme question, c'est « What keeps you awake at night ?» Vraiment. Et tout le monde me répond sur le doodle, qui est sur le Kahoot, là, qui est derrière. C'est le forecast, bien forecasté, voilà. Voilà, donc c'est un peu l'opposé, mais je pense que justement, c'est des situations qui sont complètement différentes aussi. Et à chaque fois, être leader, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, ça change en fait d'une boîte à l'autre, ça change d'un projet à l'autre, ça change des situations et de gens que tu manages à l'autre. La question que je voulais poser tout à l'heure, mais que finalement, avec ta transition, je suis repassée à celle d'avant, c'est, on parlait de leadership, vous parliez de comment vous aviez fait la différence entre manager et leader, ça avait été quoi qu'est-ce qui avait influé, les compétences que vous aviez développées. Maintenant, j'aimerais savoir avec vos équipes, c'est-à-dire aujourd'hui, comment vous identifiez des top talents dans vos équipes, des futurs leaders. C'est quoi les signaux faibles et à la fois les signaux forts que vous regardez chez ces personnes et qui vous fait dire aujourd'hui, avec l'expérience, tiens, elle, il, je sens que ça va devenir mon prochain leader. Battez-vous. Ce que j'aime, c'est qu'elle me... Céline, vas-y. D'accord. C'est vrai qu'on avait préparé les réponses en plus. Tout écrit. Hein. Tout était écrit. Je sais, mais en fait, je vais peut-être pas exactement dire ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas.
les capacités de chacun, c'est effectivement dans les contextes aussi dans lesquels tu peux mettre les gens. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir des possibilités de faire évoluer. J'ai vraiment la chance d'être chez Salesforce et je le dis tous les jours haut et fort et j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'apporte Salesforce parce qu'on a des capacités d'évolution qui sont énormes parce qu'il y a beaucoup de possibilités. En revanche, pour vraiment continuer à évoluer et passer sur des postes de leadership, ça va demander aussi d'accepter, alors déjà le changement parce que on le dit, je le répète, tout le monde le répète, mais on est dans une entreprise qui vit des changements énormes, mais au quotidien, on innove énormément. Et donc, là, avec l'IA, ça s'emballe à une vitesse énorme. Et je pense que je vois des collègues Salesforce qui sont là, qui ne pourront pas dire le contraire. Mais c'est vrai que ça demande aussi d'être capable d'accepter une grande flexibilité du changement. Et donc, dans les réactions, quand tu vas regarder aussi comment les personnes peuvent évoluer, c'est accepter de se dire, OK, on a fait ce projet, finalement, c'est pas celui-là qu'il faut faire, et pas rester coincé. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi de voir les personnes qui tout de suite vont dire, OK, bon, ça n'a pas fonctionné, j'y retourne quand même, je remonte les manches et j'avance. Donc ça, je pense que c'est aussi une démonstration importante de capacité à se remettre en question, avoir, je pense, du leadership. Ça, c'est vraiment important. Je suis attentive aussi aux personnes qui n'ont pas un ego surdimensionné où c'est tout pour elles. C'est moi qui ai fait ça, j'ai réalisé ça, c'est super. Mais on travaille tous dans des équipes. En fait, aujourd'hui, je connais très rarement des gens qui sont tout seuls à faire leur job. On dépend des autres, on dépend des avancées de certains. On travaille en équipe. Donc, je trouve que c'est important aussi d'être capable de dire, OK, dans le programme, dans le projet, voilà ce que j'ai pu réaliser. Je pense que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes dans la détection des talents. Puis des personnes aussi qui ont qui veulent sortir de leur zone de confort. Parce qu'au bout d'un moment, quand on sait faire quelque chose, il y a un moment où on peut se retrouver un peu, c'est un truc qui roule, c'est une routine, c'est super. J'ai pas de risque, c'est bien, ce que je fais, ça me plaît, je suis bon dans ce que je fais, je suis excellente dans mon job. Mais c'est aussi sortir de sa routine. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, sur le fait de... Je voulais pas être directrice nationale des ventes, je voulais pas. Mais ils t'ont sorti quelque part certainement d'une routine où tu étais très au point. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est quand quelqu'un vient vous chercher pour vous proposer un job, au départ, où vous dites « Mais non, mais c'est pas du tout moi ». Alors nous, les femmes, on est très bonnes pour ça. Hein. On rappelle la stat. Si... Non, attends, j'ai pas toutes les box là. Je peux pas les checker sur le job en question. Chez les femmes, en gros, il faut qu'on ait quasiment 90% de la job desk sur laquelle on se dit « C'est bon, je peux y aller ». Les garçons, en général, c'est 50 ou 60%. Donc, osez, ça fait partie des choses qu'on va vous dire tout à l'heure, mais allez-y. Et je pense que c'est super intéressant quand quelqu'un vient vous chercher pour un job. Et moi, ça m'arrive de l'entendre beaucoup dans les sessions de codec, dans des sessions de coaching. Mais en fait, j'ai l'impression d'être un imposteur. Je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les compétences. Ça, c'est la propre barrière qu'on se raconte. C'est que si on est venu vous chercher, c'est que vous en avez la capacité. Et justement, c'est là où vous allez un peu fouiller à des endroits où ce n'est pas forcément les endroits où vous pensez que vous avez la capacité, mais en prenant un peu de recul, en étant aussi entouré, parce que vous ne travaillez pas seul, ça j'en suis quasiment certaine, ça peut justement donner des belles opportunités. Donc moi, je dirais ça, tu vois, c'est vraiment cette capacité-là. Est-ce qu'il y en a l'une de vous qui veut rajouter des compétences qui regardent particulièrement chez ses futurs leaders ou des signaux faibles ? Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la capacité à faire du lien entre la stratégie et l'opérationnalisation. Est-ce que cette personne, elle est capable de switcher de l'un à l'autre ? Parce que plus un leader monte, plus il est obligé d'être stratégique, mais en même temps, il faut savoir opérationnaliser le plan. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir cette capacité à effectivement avoir legal eye, c'est ça ? Legal eye. Et puis, à pouvoir descendre dans la soute pour se dire, OK, ça ne marche pas, comment on fait concrètement ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que j'aime bien regarder, c'est est-ce que la personne, elle va poser des questions, elle va plus loin, elle regarde autour, elle n'est pas que dans son petit champ, elle va plus loin et elle échange avec ses pairs aussi. Donc elle a une vision un peu plus large. Et puis, est-ce que la personne, elle est capable de résister à la pression ? Parce que plus on monte, plus il y a de pression. Et ça, c'est important de pouvoir résister et de ne pas partir en live, parce que sinon, déjà, ça ne marche pas, on n'est pas bien. Et donc, il faut vraiment avoir une certaine capacité à prendre la pression. Et surtout, pas la redescendre aux équipes. Parce que nous, on doit être le tampon. Parce que sinon, si on met le voile avec les équipes, ça ne marche pas. Et on les affole. Donc, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est important. Et après... Pardon. À tes souhaits. Excusez-moi. Et après, qu'est-ce que les signaux faibles ?
Je suis d'accord, si la personne elle a trop d'ego et qu'elle dit moi, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas travailler tout seul, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est pas possible. Elle n'a pas la maturité pour grandir. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, je t'en prie, complète. Moi, j'aime bien ton claim du départ. Nous, on dit souvent, et ça arrive souvent, c'est poète et artisan. Tu vas d'avoir vraiment cette capacité d'avoir les deux, de pouvoir effectivement écrire la page, mais aussi de la pratiquer et de la démontrer. J'aime bien cette formule. Moi, je regarde beaucoup, c'est la responsabilité, l'ownership, tout ce qui est empowerment, de se dire, en fait, c'est vrai que j'ai déjà eu des managers qui me disaient, non, mais c'est pas de ma faute, c'est encore Michel qui a mal fait le truc, tu vois, dans mon équipe et tout. Et je me dis, et ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup, d'être capable aussi de reconnaître ses erreurs, de dire, en fait, je me suis trompée. J'ai fait un mauvais choix, là c'était pas terrible, et en revanche j'ai déjà un plan, tu vois, pour pouvoir corriger. Et ça, je me dis, ça, je trouve que ça c'est la meilleure des qualités, de se remettre en question, de dire j'ai pu me tromper. J'ai eu assez peu de boss qui m'ont dit ça d'ailleurs. Napoléon disait, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais généraux. Et en fait, ça c'est vrai. Je pense que même si l'objectif c'est que si la personne elle est en échec, c'est pas de la faute de la personne, c'est la faute du leader. Ou du manager d'ailleurs, ou sinon c'est la faute du manager de ne pas avoir vu que c'était pas la bonne personne pour ce poste-là, et de ne pas avoir eu le courage de lui dire que ça ne fonctionnait pas à sa période d'essai. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais chez LinkedIn, d'ailleurs dans mon training de management, ils m'ont expliqué que en fait de ne pas let someone go en anglais, c'était pas lui rendre un service, parce qu'en fait on le mettait dans des situations qui étaient inconfortables pour lui. Mais à la fin, on devenait agressive avec cette personne en tant que leader, parce qu'en fait, c'était frustrant, et que c'est ça qui crée en fait des situations d'incompréhension, et que dès qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas, fallait pas essayer de sauver les meubles à tout prix, fallait avoir le courage de dire, en fait, ça marche pas, et en fait, on arrête. J'avais une manager au tout début de carrière qui m'avait dit, un bon manager, c'est quelqu'un qui met ses équipes en lumière quand tout se passe bien et qui prend les balles quand tout se passe mal, et qui a fait l'inverse avec nous. Voilà. Du coup... En tout cas, elle savait juste pas exécuter sa pensée. Voilà, c'est pas grave. Si jamais je la recroise, dédicace. Et du coup, elle se reconnaîtra. Je règle mes comptes en tiré. Moving on. On va parler quand même un peu d'IA parce qu'apparemment c'est un sujet qui nous préoccupe quelque peu ces derniers temps. Mais en tout cas, il y a deux choses quand même aujourd'hui qui changent un peu nos métiers, je trouve principalement parmi tant d'autres, mais c'est quand même le déploiement de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième, c'est quand même, on en a parlé tout à l'heure, mais un contexte économique en ce moment qui est pas toujours formidable. Ça dépend. Il y a des gens qui survivent dedans là, avec des industries, dans des industries particulières, qui challenge les équipes, mais qui challenge aussi les leaders, le leadership. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec ces deux paramètres. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre manière de piloter la performance des équipes et dans la manière de leader vos équipes? Alors, cette année, on a acheté Forrester. Alors, je lis plein de choses et j'essaie de le rentabiliser. Et en fait, il y a une donnée qui est intéressante. C'est en gros les projets d'IA en entreprise sont un échec à 80%. Donc, en fait, l'adoption ne fonctionne pas. Et il n'y en a que 20% en fait qui sont des succès. Et on peut se poser la question, et d'ailleurs on peut faire le parallèle avec l'époque où en fait peut-être qu'il y en a pas mal qui sont trop jeunes ici, mais quand on a eu les premiers téléphones portables, en fait on utilisait beaucoup les téléphones portables en fait dans le perso. Donc en fait on avait tous des téléphones portables dans le perso, mais c'est que 10 ou 15 ans plus tard qu'on a commencé à les avoir dans le pro avec les emails et compagnie. En fait l'adoption en fait de cette révolution là en fait du digital, elle a pris beaucoup plus de temps dans le pro que dans le perso. Et aujourd'hui l'IA en fait on note, bon ça va beaucoup plus vite mais que le perso en fait tout le monde aujourd'hui utilise l'IA, tout le monde utilise en fait des outils. Dans le pro, on commence à utiliser des petites choses, mais en fait, pas tant que ça. Et quand on fait des projets, on met des budgets, c'est pas vraiment adopté. Et en fait, ça devient des nice to have et en fait quick. Et on le voyait aussi quand on le vendait, parce que nous, on vendait de l'IA et en fait, on vendait des coquilles vides et on était persuadé que la personne allait l'implémenter. Et puis, ça avait un effet déceptif parce qu'ils pensaient directement qu'ils avaient un agent, en fait, alors qu'il fallait vraiment mettre du sien, connaître et compagnie. On s'est posé la question ensuite en interne et on s'est dit bon, quelles sont les choses que l'IA peut changer, comment est-ce qu'on peut faire que l'adoption se fait en interne. La première chose, c'est améliorer le day-to-day.
En fait, on parle tout le temps, je sais pas, je fais plein de talks en ce moment, l'IA, c'est la diarrhée verbale en fait, de toute l'industrie. Moi, j'en ai marre. À chaque fois qu'il y a un talk, c'est la facilité de dire IA, 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 et à la fin, on a toujours les choses sur la performance, l'optimisation, la performance. Aujourd'hui, on est alimenté en fait, de plein d'informations. Je trouve qu'à la fin de la journée, on n'est même pas plus performant parce qu'en fait, on est saturé. Et l'IA, en fait, aujourd'hui, elle a vocation aussi à dire, OK, comment est-ce que je rends la journée meilleure ? C'est pas de travailler plus, c'est comment est-ce que je peux enlever déjà les tâches ingrates, donc tout ce qui est admin, tout ce qui est en fait remplissage du CRM, par exemple. Ce genre de choses, pour un sales, c'est quand même très painful. Mais en fait, comment est-ce qu'on fait ? C'est super important. Moi, je suis leader, mais comment est-ce qu'on peut aider sur ces choses-là ? Comment est-ce qu'on peut aider aussi sur l'analyse, en fait, d'être un meilleur sales, en fait ? Aujourd'hui, j'ai un autre fact qui est assez intéressant, c'est 40% des sales decisions, en fait, des achats en vente complexe en tout cas, se fait pas sur le meilleur produit, se fait sur la personne avec qui on parle. Et ça, c'est Forrester encore, hein, c'est pas moi. Donc, en fait, c'est une stat qui peut vachement faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on utilise en IA et comment est-ce que ça nous impacte pour être un meilleur sales. Plutôt que de se dire, en fait, on va utiliser 10 000 outils et on va se perdre dedans. Donc, on a essayé de trouver ces espèces de quick wins en interne, en disant, OK, on va enlever toutes les tâches administratives et toutes les tâches à faible valeur ajoutée. On va essayer de voir du coaching et comment est-ce qu'on va transformer les gens avec en fait, des outils qui vont coacher et qui vont permettre en fait, d'améliorer en fait, le sales commercial. On s'est focalisé vachement sur la discovery, par exemple, parce que, autre étude Forrester, j'en ai lu beaucoup, 70% en fait, des décisions commerciales se font à la discovery. Donc, en fait, si on vient comme ça, les mains dans les poches, voilà, on s'est dit, OK, on va pousser sur ça énormément. Et on a pris en fait, ces espèces de lignes en fait, directives en interne en se disant, OK, tâches administratives, on les enlève. Coaching des sales, on le met en place. Comment est-ce qu'on va les faire améliorer en compétences ? Et on a pris ces 3 piliers et on s'est dit, voilà, c'est ça l'IA, ça ne va pas remplacer le sales. En revanche, le sales, demain, qui ne l'utilise pas, lui, il a disparu. Je pense qu'il n'existera pas. Ça n'existe plus, en fait. Le mec peut être relationnel, on est sympa et puis on signe. Et voilà, c'est les... voilà. Et c'est les choses qu'on a fait, en fait, à notre humble niveau. Alors, je pourrais vous faire le pitch de Salesforce, mais je pense que c'est pas le but du jeu. Non, mais j'entends sur ce que tu dis. Là, ce matin, on a reçu le BCG vient de faire une étude là-dessus. Alors, il y a 2 infos qui vont vous intéresser. Et là, tu me disais, c'est dingue. En gros, cette année, les investissements dans l'IA vont doubler, donc ça c'est certain. Et 94% des CEO disent qu'ils vont continuer les investissements, même si en 2026, ça leur apporte rien. Donc c'est quelque part, j'ai envie de dire, on va pas pouvoir faire sans. Maintenant, il faut faire avec. Pareil, hein, quand on avait arrivé à Internet, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les gens avaient hyper peur de Google et tout ça. Je pense que la machine à vapeur a fait peur aux gens aussi, hein, mais finalement, tout le monde est encore là et tout va bien. Il y a une autre stat qui est intéressante qui disent... c'est 72% des CEO disent que les principales prises de décision sur l'IA, ce sera eux qui vont les prendre dans les organisations. Donc en fait, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, et pourquoi l'IA est si importante, c'est que c'est plus quelque chose du métier, c'est que le CEO, il a décidé et il veut mettre en place. Et je t'entends, parce que j'ai eu la chance moi, de faire un panel il n'y a pas très longtemps pour des talks collectifs sur ce sujet. Il y a un vrai sujet de mise en place. Et on pense que, comme les patrons, quand ils rentrent chez eux, ils ont peut-être des enfants. Les CEO, ils disent mais attends, regarde, c'est génial ce qu'il fait. Moi, ma propre fille, qui est en école de commerce, elle utilise Notebook LM tous les jours. Ça l'a énormément aidé pour travailler ses partiels. Il n'y a rien à dire. Donc, j'imagine qu'un CEO qui rentre chez lui, qui voit ses enfants qui fait ça, il dit mais pourquoi moi j'ai pas ça dans mon entreprise ? Sauf que la donnée, elle est partout, elle est réglementée, c'est compliqué de la remonter. Enfin, il y a quand même une certaine sécurité à maintenir. Il y a quand même un projet IA, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, en imaginant qu'on va avoir un chat GPT interne. C'est pas comme ça que ça marche. Ou en tout cas, si, on peut avoir quelques infos, mais ça va pas aller au bout de la décision. Après, il y a un élément que je pense hyper important et que je trouve fondamental aujourd'hui dans cette prise de changement. On est dans une révolution. Alors, tout le monde le dit, ah oui, c'est encore une révolution industrielle. Mais en fait, ce qui va certainement changer, c'est notre rapport à tout ça et c'est comment nous, on se réinvente. Et c'est là où on est dans le dur. C'est que finalement, je pense il faut réfléchir aussi à quand le Fordisme ou le Taylorisme est arrivé sur des chaînes de montage, il y a eu des contremaîtres. Et c'était des nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers d'IA, on est en train de les construire. Il ne faut pas se mentir, ça ne va pas se faire en 5 minutes, parce que ça ne s'est pas fait en 5 minutes de monter tous ces modes opératoires-là, de justement pouvoir les mettre en place. Et je pense que les leaders, on a la responsabilité. Bon, alors, nous, Salesforce, je pense qu'en tant que leader du marché là-dessus, on a aussi une responsabilité sur la manière à laquelle on va l'amener dans les entreprises et comment est-ce qu'on peut que l'agentic enterprise, ce soit quelque chose qui amène vraiment de la valeur de travailler humain et agent
d'intelligence artificielle côte à côte. Mais cet agent d'intelligence artificielle, il va falloir qu'il soit aussi pensé par des humains qui vont revoir le process. Et maintenant, je trouve que moi, ce qui est important, c'est comment je fais. Ça va nous demander, je pense à chacun, qu'on soit contributeur individuel ou leader, hein, de bien comprendre, OK, qu'est-ce que c'est mes tâches? C'est quoi les trucs importants? C'est quoi les trucs sur lesquels effectivement, je voudrais m'en débarrasser? Mais un agent, une IA qui marche bien, c'est une IA, et tu le disais tout à l'heure très bien par rapport à ce dont on parlait sur la préparation, notamment de ce talk. Une IA qui marche bien, c'est une IA qu'on corrige. Parce que c'est comme un salarié, quand on lui dit, écoute, non, là, tu n'es pas dans les clous, tu n'es pas dans la performance, ton forecast n'est pas bon, c'est quoi ce pipeline? Voilà, ce genre de choses. Et justement, si on ne dit pas à l'IA, en fait, ce que tu as fait là, c'est pas bon, il faut que tu repenses, elle ne pourra pas évoluer et on ne pourra pas les faire évoluer comme on veut. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects qu'il faut garder en tête. C'est que déjà, c'est incontournable. Bienvenue dans le monde de l'IA. C'est pour nous, on est tous dedans. Et puis qu'effectivement, c'est aussi à nous de repenser comment on veut faire. Alors moi, anecdote, j'ai une de mes collaboratrices qui a 60 ans, qui est une femme qui c'est super de bosser avec elle. Elle est business partner sur une partie pour s'occuper des sales. Et elle me disait tout à l'heure, on faisait un check-in, puisque c'est la fin du premier trimestre pour nous. Enfin, le 30 avril sera la fin du premier trimestre. Elle me disait, moi, je suis hyper heureuse. Qu'est-ce que je suis chanceuse de pouvoir travailler avec ces outils-là, le temps que je gagne, parce qu'en fait, elle l'utilise toute la journée, hein, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est une de celles qui doit encore plus l'utiliser que même nos apprentis dans l'équipe. Mais en fait, elle y a complètement trouvé son intérêt. Alors évidemment, c'est pas un agent aussi, aussi évolué, mais voilà, c'est pour ça que je me dis c'est formidable de aussi regarder qu'il n'y a pas que, c'est pas quelque chose de réservé qu'à une tranche de la population. Et ça nous demande à chacun aussi de repenser comment est-ce qu'on veut travailler demain. Et ça, c'est votre rôle de leader, d'accompagner les équipes dans cette transformation. On a réussi à passer toutes les questions. Yay! Et du coup, il en reste plus qu'une. C'est toujours un peu la question de la fin, et je ne la trouve plus. Mais c'est bon. Quel serait c'est un peu toujours clôture. On a commencé par présentation, définition, plusieurs questions, et puis là, c'est un peu le mot de la fin. Mais en 2026, si vous deviez partager ce soir avec l'Assemblée, désolée pour celles qui sont debout, d'ailleurs, normalement, on size bien nos événements, mais voilà, je suis désolée. Et si vous deviez offrir un ultime conseil, entre guillemets, qu'on vous a donné à vous dans votre carrière, ou que vous avez, que vous avez construit vous-même à l'Assemblée sur l'idée en 2026 des équipes commerciales, quel serait-il? Et on terminera là-dessus. Alors, moi je dirais, surtout, faites-vous confiance, suivez vos premiers ressentis et osez. Osez. Et il y a une phrase qu'on m'a toujours dit chez Coke, c'était « Don't ask for permission, just take it ». Et ça, c'est clair. Il ne faut pas attendre. Il faut y aller. Moi aussi, je vais dire une autre phrase en anglais. Ça fait mieux. Non, mais alors, ce que je dis toujours d'ailleurs à mes sales aussi, en fait, à tout mon département, c'est soit on peut utiliser la version un peu plus léchée qui est Be Your Own Founder, mais moi, ce que je dis, c'est Be the CEO of your own book of business. En fait, vous avez un book de business. C'est comme si c'était votre boîte, en fait. C'est vous qui la gérez. Et trouvez vos forces. J'avais lu un livre qui s'appelait Strength Finder, dont je t'avais parlé quand on avait fait le podcast. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'était que on peut très bien s'entraîner 50 heures par semaine au marathon et finir par le faire en 4 heures. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le gagner. Parce que peut-être qu'on n'est pas en fait doué pour le marathon, alors que le mec qui fume 15 clopes par jour, il peut le faire en 3h30. Sans s'être entraîné, lui, il peut le gagner vraiment et être le recordman du monde. Si on lui dit d'arrêter de fumer, et si on l'entraîne proprement. Et en fait, ce que je dis par rapport à quel type de leader on est, comment est-ce qu'on veut construire sa carrière, il faut qu'on trouve ses propres forces. Et sur ces forces-là, il faut qu'on les décuple et qu'on se focalise sur ça pour y arriver, et ça va venir naturellement. Ça, c'est en tant que leader, donc si on est un builder, si on est un runner, si on est quelqu'un qui est dans la crise, mais aussi sur ses spécialités, ses skills. Par exemple, je vous donne un exemple, moi je suis super forte en closing et en discovery. Donc quand j'ai envie de faire un peu la belle avec mes sales, genre tu peux pas m'arnaquer, en fait je le fais avec eux. Et je leur montre, en fait, moi j'ai toujours été bonne dans ça, donc j'ai énormément développé ça. Et le reste, j'ai toujours eu, même en tant que sales, quand j'étais sales, eagle eye. Et j'ai toujours eu des très bons résultats grâce à ça. Je donne un petit, voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ma manière de fonctionner, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans tout ça, parce que sinon, ça va être très, très long. Mais en gros, c'est renforce-toi là où tu es fort, c'est le plus important. Et
aime aussi tes ombres, aime aussi les endroits où tu n'es pas au top, où tu n'es pas la meilleure personne, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'aller plus loin, c'est d'accepter qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas au top. Tu vois, là, tu viens de dire clairement discovery, closing, il y a certainement des trucs dans le business où tu sais que c'est pas ta tasse de thé. Les démos, ça me... Voilà, tu n'aimes pas ça. Et donc, c'est aussi accepter que c'est pas votre point fort, et ça, c'est vraiment un learning que moi, j'ai appris, c'est de s'accepter dans les endroits où on se trouve médiocre, où on a des ombres. Ça va aussi nous permettre d'être beaucoup mieux dans nos endroits de lumière. Et je pense que c'est ça aussi, c'est d'aller regarder ça, chercher ça. Vous ne le diminuez pas, hein, ça existe, c'est là. Et si vous voulez voir la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Ça, c'est un petit peu mathématique, mais c'est logique. Et c'est trouver cet équilibre. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut s'appliquer à plein d'endroits, c'est-à-dire de s'aimer aussi dans les endroits où on n'est pas au top, parce qu'on va mieux rayonner après derrière. Je vais te reprendre un bout de ton histoire, mais moi j'avais mis effectivement, ce que je m'étais dit, c'est comprendre là où on peut driver de la valeur, et là où on apporte quelque chose dans les organisations où on se trouve. Créer de l'impact, peu importe où on est, où vous êtes dans les organisations, de ne pas attendre d'être un leader, un manager d'une équipe de 400 personnes pour vous dire je peux faire changer les choses. Et puis partager vos convictions avec courage. Je pense que effectivement, c'est ce qui fait les leaders de demain, les gens qui ont des convictions et qui sont convaincus de ce qu'ils font et de la justesse de ce qu'ils font, c'est ceux aussi qu'on a envie de suivre. Donc voilà, très court. Merci à toutes les 4 pour ce mot de la fin et merci, c'est la fin de notre talk. Vous pouvez les applaudir très fort.